Bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier le forum de m'avoir invité. Je suis très flatté de pouvoir faire l'ouverture et remercier aussi Michael qui a porté cette initiative de la VR au Forum des images depuis maintenant 2 ans. Je vais essayer de vous raconter ce qui a amené une société comme MK2, qui est d'abord une société de cinéma, qui a 43 ans, qui est une société familiale, à s'être lancée dans la réalité virtuelle et un peu quelle a été la trame de réflexion qui nous a amené à mener les différentes activités que nous avons aujourd'hui. C'est vrai que dans le titre de la conférence, on a deux éléments qui sont production et distribution. Je dirais qu'on va plutôt parler d'exploitation et de distribution. On est assez peu producteurs. Aujourd'hui, on n'est pas ni un studio, ni des gens qui fabriquons les contenus. Par contre, c'est la même chose dans le cinéma et dans les longs métrages. Par contre, on est des exportateurs, on est des distributeurs internationaux. On crée des salles et on participe à cet écosystème. Alors, comme on est quand même dans l'un des lieux qui est un temple du cinéma et qui est l'un des lieux de soutien à la création cinéphilique, et aussi parce que ça a été la première question, l'une des premières réflexions qu'on s'est posées, on va pouvoir commencer par s'interroger sur le point commun entre les frères Lumière, qui ont inventé le cinématographe en 1895, et Palmer Luckey, qui a été l'inventeur du casque de réalité virtuelle 100 ans plus tard, en 2015. Dans les deux cas, et c'est ce qui fait que ces technologies ont été aussi frappantes et retiennent aujourd'hui autant l'attention, la première fois que les spectateurs ont fait face aux images, que ce soit des frères Lumière ou aux images de réalité virtuelle, ils ont été sidérés par l'effet de réalité, ont ressenti des émotions intenses, des émotions qu'ils n'avaient pas vécues auparavant. La légende dit que les spectateurs de la première projection des frères Lumière se sont enfuis de la salle de peur que le train les écrase. Et on parle souvent de ce jour-là comme celui de l'invention du cinéma. Mais il ne faut pas se méprendre sur cette dimension historique. Ce jour-là, et en 1895, les frères Lumière n'ont pas inventé le cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ils ont inventé une technologie. Cette technologie, c'est une technologie de reproduction des images. Et de cette technologie, ensuite, différents industriels, des créateurs, des metteurs en scène, des artistes s'en sont emparés pour lui donner une forme. Pour lui donner une forme qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, d'être réunis de manière collective dans une salle, avec une certaine durée, avec une certaine type de projection. Et c'est devenu finalement, à travers la technologie de reproduction des images, la dimension la plus qualitative de l'usage de cette technologie. Mais d'une certaine manière, les frères Lumière ont aussi inventé la télévision, ont aussi inventé YouTube. On parle de la même problématique. Et je dirais qu'on est un petit peu au même stade avec la VR. Aujourd'hui, on nous a présenté une technologie, et cette technologie, on est beaucoup à travailler sur quelle forme lui donner et comment s'en emparer. Alors on me demande souvent si je vais essayer d'arrêter ça, pardon. On me demande souvent, surtout celui-ci, on va garder les frères Lumière. On me demande souvent si la VR est l'avenir du cinéma, et je dois dire que c'est lui aussi l'une des premières questions que je me suis posée. Je l'ai posée notamment à Philippe Fuchs, que j'ai vu dans la salle et qui a été l'une des premières personnes qui m'a donné les meilleurs conseils à ce sujet. Et juste pour vous donner l'anecdote, quand j'ai posé cette question à Philippe de savoir si la VR serait l'avenir du cinéma, il m'a répondu très simplement en me disant non, parce que la meilleure manière de voir un film, c'est d'aller au cinéma. Et en effet, en ce sens, je ne pense pas que la VR soit l'avenir du cinéma, et en ce sens, Palmer Luckey n'est pas l'héritier des Frères Lumière. Par contre, il est l'un de ceux qui a su démocratiser une technologie qui était elle-même assez ancienne, puisqu'elle était utilisée depuis les années 80, et parfois on peut remonter encore avant sur l'histoire de la VR. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que la VR est un gadget. Les gens qui sont ici, certains sont déjà des convaincus, font partie de ce secteur. D'autres viennent peut-être pour simplement se renseigner, savoir si en effet ça vaut vraiment quelque chose. Et on peut, par rapport à cette problématique, c'est assez intéressant de se replonger à l'époque de l'invention de l'Internet, où, de la même manière que quand certains scientifiques découvraient le cinématographe, ils étaient assez sceptiques, on peut voir que par exemple le Time Magazine en juillet 1994 décrivait l'Internet comme un nouveau monde étrange. Et on voit que finalement l'expérience les a amenés à être un petit peu plus prudents, parce que quand ils ont fait leur première couverture justement avec Palmer Luckey sur la réalité virtuelle, ils ont tout de suite parlé de cette joie surprenante et ont tout de suite invité les lecteurs d'un journal papier à tourner les pages de ce magazine pour voir comment la réalité virtuelle allait changer le monde. Parce qu'en effet, ce qu'on vit aujourd'hui grâce à la réalité virtuelle, et il faut vraiment en prendre la mesure, c'est un moment unique, c'est un moment où tout est possible, c'est une chance. La VR est un élément qui nous permet de repenser notre rapport à la technologie, c'est Edward Snowden qui dit ça et qui développe cette idée, et surtout c'est la manière dont la technologie nous relie les uns aux autres.
C'est en ce sens que la réalité virtuelle est un nouveau médium et que c'est une nouvelle manière de communiquer. Et comme à l'époque de l'invention de l'Internet, de nombreux domaines sont déjà en pleine mutation, et pas uniquement ceux du cinéma. Et c'est aussi ça qui est important de comprendre, c'est que l'AVR va toucher tous les milieux, va toucher tous les secteurs, et que la production de contenu va aussi s'emparer de tous ces milieux et de tous ces secteurs. On va prendre quelques exemples. Par exemple, celui de la justice. En 2016, ça va, tout le monde m'entend bien? En 2016, un programme de recherche a été initié à l'université de Staffordshire en Angleterre. C'est un programme qui a reçu une aide de 200 000 euros de la part de l'Union européenne et il est destiné à permettre à des jurés d'être immergés dans des scènes de crime afin d'avoir une immersion qui soit plus réaliste et un jugement qui soit plus objectif. C'est un exemple parmi tant d'autres et j'ai volontairement choisi des sujets qui étaient régaliens. Donc de la justice, on peut aussi parler du domaine notamment de la santé. En 2014, un docteur, le docteur Shafi Ahmed, qui est chirurgien à Londres, a effectué la première opération qui a été retransmise en direct à 360 et qui est visible depuis un casque de réalité virtuelle. C'est une opération retransmise sur un site dédié qui permettait surtout aux étudiants en médecine et aux apprentis chirurgiens ou aux simples curieux de pouvoir suivre en détail les procédures d'opération d'une tumeur cancéreuse. C'est une aide qui est très précieuse pour la formation. Et c'est vrai qu'on peut citer de nombreux exemples. Il y a chaque jour, quand on suit les réseaux sociaux et quand on suit les médias qui sont dédiés à la réalité virtuelle, des exemples très signifiants dans ce domaine. Et il est évident que le domaine de l'éducation va aussi être un domaine dans lequel la réalité virtuelle va être d'une grande aide. Alors en ce qui nous concerne, en tant que distributeur d'œuvres culturelles, on s'est questionné, je me suis questionné sur notre rôle dans cette révolution. Et d'une certaine manière, on pourra résumer notre questionnement par celui qui était illustré dans le film Matrix, qui est quand même assez fondateur et qui revient souvent dans les conférences sur la réalité virtuelle. Dans le film Matrix, avant de rentrer dans la Matrix, Neo, le personnage principal, doit choisir entre deux pilules. D'abord, il a la pilule bleue, où tout s'arrête pour faire de beaux rêves, qui consisterait, en d'autres termes, à avoir, par rapport à une nouvelle technologie, une attitude sceptique, à attendre que cette technologie-là se prouve à elle-même, fasse ses preuves pour en faire partie. Et puis il y a l'autre pilule, la pilule rouge, qui est destinée à descendre au fond du gouffre, à suivre le lapin blanc et à découvrir le pays des merveilles. Et autrement dit, cette attitude-là consiste à prendre des risques, à embrasser pleinement la nouvelle technologie. C'est un exemple qui permet surtout d'illustrer l'attitude qu'on peut avoir face aux technologies. Évidemment, dans notre cas, on a choisi de prendre la pilule rouge et de suivre le lapin. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les problèmes commencent en réalité, puisque à première vue, la réalité virtuelle, quand on achète un casque ou qu'on commence à s'y intéresser, ça ressemble surtout à ça, à quelque chose qui est inaccessible, qui est déshumanisant, qui est compliqué, qui est pour les geeks, qui est loin de l'expérience collective, qui est en fait l'inverse du cinéma. Et c'est vrai que pour une société comme MK2, il n'est pas évident de s'est posé la question de savoir comment rester fidèle à nos valeurs, à celles qui sont celles du groupe depuis 40 ans, celles de diversité, de promotion de lieux de vie, d'avoir une certaine idée de la culture et de la qualité culturelle. Et en fait, la réponse a été assez simple. On a fait dans la réalité virtuelle simplement ce qu'on savait faire et ce qu'on savait déjà dans le domaine du long métrage. Et l'histoire d'MK2 a commencé par la création de salles de cinéma et on a d'abord commencé par créer une salle de réalité virtuelle. Alors cette salle, on a d'abord voulu que ce soit un lieu qui soit beau, qui soit un lieu ouvert, un lieu où on a fait disparaître les murs, un lieu où on fait disparaître les câbles, un lieu où on oublie la technologie, un lieu qui soit au service des contenus, qui soit ouvert sur la ville et qui soit lumineux. Ça peut paraître assez évident quand on le présente de cette manière. Je vais vous montrer une autre photo de la salle vue de côté. Mais il faut quand même avoir en tête qu'on ouvre cette salle au mois de décembre 2016 et que nous n'avons pas de référence. On n'a pas d'exemple à suivre. Nos concurrents les plus importants au niveau mondial, qui sont IMAX, ont ouvert près de 2 mois plus tard. Donc c'est aussi intéressant de voir que des groupes de cinéma français ont pu aller plus vite que l'un des plus grands fournisseurs de technologie américains. Et c'était très passionnant parce qu'on est vraiment parti totalement d'une page blanche. Un peu comme à l'époque, M. Pathé, M. Gaumont ont commencé à créer, composer des salles de cinéma. Et dans cette salle, on a d'abord voulu avoir un lieu pour accueillir les meilleurs contenus, mais aussi créer un lieu qui soit un lieu de vie, qui soit un usage collectif, un lieu où on peut boire un verre. Ah, je vais vous montrer une petite vidéo du lieu avant, pardon.
c'était pour le spot de promotion. Ensuite, en, on a, en plus du lieu, on a voulu surtout créer un lieu de vie, un lieu où les gens puissent échanger après voir de la VR, un lieu où ils puissent boire un verre. Et donc on a fait quelque chose de très simple, c'est qu'on a créé un bar avec ce lieu. Et un bar qui tranche avec le côté technophile du lieu. Donc un bar qui soit fait en bois, sur pilotis, avec des tentes, qui soit quelque chose qui amène une atmosphère qui soit totalement différente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gens qui viennent au bar simplement pour boire un verre, on a des gens qui viennent faire de la VR uniquement pour faire de la VR, mais on a aussi un moment où les gens se mélangent, où ils venaient pour l'un, ils finissent par boire un verre, où ils venaient pour l'autre, et où ils finissent par passer leur soirée, et ce qui permet de créer un lieu de destination qui soit vraiment un lieu de vie. Et je rappelle aussi une chose, on n'est pas dans un espace qui est en plein centre de Paris. On est certes à la pointe du MK2 Bibliothèque. Le MK2 Bibliothèque est l'une des plus grandes salles de France, mais entre l'entrée de la salle et l'espace de VR, il y a 300 mètres. Et le long de ces 300 mètres, il n'y a rien. Et il y a l'avenue de France en face de la salle, et tout le long de cette avenue de France, aucun des bâtiments, aucun des immeubles n'est fini et n'a été livré. À côté, on a la BNF, on a la chance d'avoir d'énormes étendues et qui est un espace très ouvert, mais il faut quand même se dire qu'on est quand même quasiment au milieu de nulle part et que la majorité des gens ne viennent pas pour aller au cinéma et ensuite faire une petite expérience de VR, viennent surtout pour ça, et c'était important pour nous d'en faire un lieu de destination. Alors ensuite, une fois qu'on a créé des lieux, une autre photo de l'espace, il faut remplir ces lieux avec des contenus. Et évidemment, ce qui nous intéresse chez MK2, c'est les meilleurs contenus. Et par les meilleurs contenus, on s'intéresse surtout à des contenus qui vont à la fois s'intéresser sur le monde, mais qui vont aussi s'intéresser sur le langage, sur la manière de créer, et qui vont avoir envie d'inventer cette manière de créer telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle sera demain. Alors je vais prendre un petit exemple. Qui est une vidéo qui, je crois, a été présentée au festival l'année dernière, et qui, je dois dire, qu'en ce qui me concerne, a été l'un des premiers chocs de narratif de réalité virtuelle, qui est un contenu qui s'appelle Allumette. Je pense que beaucoup d'entre vous ici l'ont vu, et en fait, la vidéo ne rendra pas forcément grâce à ce que je vais vouloir dire, mais en fait, ce qui est intéressant dans Allumette, c'est que vous avez en dessous de vous, vous mettez le casque, et vous avez en dessous de vous tout un décor. Vous êtes comme un géant à l'intérieur de ce décor et vous avez la possibilité de tourner autour de l'action, de choisir où vous vous placez, de choisir votre regard, d'aller à l'intérieur des décors. Bon, c'est très intéressant parce que ça change totalement le rapport qu'on a au cadre, ça change totalement le rapport que le spectateur a à l'image. Et dans un contenu de cette nature, le spectateur devient actif à l'intérieur d'un univers narratif. Et dans ce sens-là, et c'est le sens de la VR, on a des frontières qui s'abolissent, des frontières entre le jeu vidéo et le cinéma, des frontières entre l'action et l'interaction, qui sont en train d'être complètement redéfinies. Ce nouveau langage, c'est aussi une nouvelle grammaire, et vous avez compris, elle est en cours de création. Beaucoup de gens ici qui vont parler après vont vous parler de ce qu'ils sont en train d'inventer, et vont être certainement beaucoup plus pertinents que moi à ce sujet. Et on voit que cette création, elle en est assez balbutiement. Ce qui est intéressant, et pour faire le lien aussi avec le cinéma, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des grands maîtres du cinéma qui sont en train de s'emparer de ce nouvel outil et qui ont fait quand même ce qu'on peut qualifier dès aujourd'hui de chef-d'œuvre expérientiel. C'est difficile de ne pas évoquer Iñárritu. Iñárritu est quand même un artiste, un réalisateur qui a gagné 2 années de suite 4 Oscars, dont l'Oscar du meilleur film et l'Oscar du meilleur réalisateur. Et c'est un artiste qui, l'année du 70e anniversaire du Festival de Cannes, alors qu'il a déjà eu des films en sélection dans ce festival, n'est pas revenu avec un film de long métrage, mais est revenu avec une expérience de réalité virtuelle. C'est pas anodin, et pour ceux qui l'ont vu ou pas vu, et je dois dire qu'il y a assez peu de personnes qui l'ont vu, je ne vais pas tout vous dévoiler parce que j'espère qu'on aura la chance de pouvoir voir cette œuvre à Paris un jour. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est d'abord, avant d'être une œuvre de réalité virtuelle, c'est d'abord une œuvre tout court. C'est une œuvre d'art. Et je pense que ce qui fait le succès de cette pièce, c'est qu'Iñárritu avait envie de raconter une histoire, qui était celle des réfugiés et des migrants mexicains à la frontière américaine, et que la réalité virtuelle a été pour lui un moyen de le faire. Il a mis plusieurs années pour le développer, et je pense qu'il savait pertinemment qu'est-ce qu'il voulait faire, comment il voulait immerger le spectateur, et que tout d'un coup, cet outil-là lui a permis de le faire, et qu'il a donc décidé de saisir cette chance, mais que si la réalité virtuelle n'avait pas existé, il aurait certainement attendu encore plus longtemps pour le faire. Je ne vous raconte pas l'histoire parce que j'espère que vous pourrez le découvrir, mais c'est en tout cas en ce qui me concerne vraiment l'une des choses les plus fortes que j'ai vues, et c'est quelque chose qui va être, comme on dit en anglais, un milestone dans ce secteur. Ça va marquer l'histoire, et c'est pour ça que c'est une œuvre très importante. On est vraiment dans une dimension qui, on va dire, artistique,
Et je pense qu'à un autre extrême, on va avoir dans une dimension plus commerciale, plus mass market, quelqu'un comme Steven Spielberg, qui est très impliqué dans la démocratisation de la VR, et dont le prochain film est un film qui est tiré d'un livre qui s'appelle Ready Player One, qui est un livre des années 80 sur la VR, et dont on sait déjà, parce que HTC, Warner sont notamment partenaires de cette sortie, qui va faire de nombreuses expériences en VR et qui doit normalement être à l'œuvre pour être un grand moment de démocratisation de la VR. Donc on est certes au balbutiement, la VR, on disait de 2016 qu'elle était l'année 1, on peut peut-être dire que c'est l'année 0, peut-être de 2017 que c'est l'année 1, mais normalement 2018 va être une année vraiment où on va toucher un public qui va être de plus en plus large. Et je dois vous dire que dans notre salle de VR, le moment où on attend, c'est pas un moment où les gens vont venir découvrir la VR sans savoir quel contenu ils vont forcément venir regarder, mais peut-être un jour ils vont venir voir le nouveau Spielberg. Et on espère évidemment qu'ils ne viendront pas voir uniquement des films de Spielberg, mais aussi des films de créateurs, des films d'auteurs, et de la création originale, et aussi de la création originale française et internationale. Alors, simplement pour vous aussi vous donner quelques détails sur le type de contenu qu'on programme, ce qu'on montre dans notre salle, on montre évidemment des contenus qui sont liés aux grands blockbusters, et on a une programmation dans notre salle qui est à l'image de la salle de cinéma, où celle on essaie de proposer du choix aux spectateurs. Donc on a des films, des contenus qui sont adaptés des grands blockbusters. On a aussi parmi les plus grands studios qui sont là, Félix et Paul, Ubisoft, un studio français, Okyo. On peut aussi citer Agathe Film, dont l'un de ses représentants, Arnaud Collinard, est dans la salle et qui porte très très haut les couleurs de la création française. On a aussi beaucoup de contenus pour les enfants et des contenus indépendants, notamment dans le secteur du jeu vidéo. Ce qui est intéressant et ce qu'on a découvert, c'était que les préjugés qu'on avait sur ce qu'une certaine typologie de public pouvait attendre se sont toutes révélées fausses. Se dire par exemple que des hommes de 15 à 30 ans vont aimer les jeux vidéo et les contenus interactifs pendant que les femmes vont aimer les contenus passifs et 360, ce qui est en réalité une vision machiste et sexiste du monde, et on a pu le vérifier extrêmement rapidement, et on a pu comprendre qu'il y avait en fait de la VR pour tout le monde, des contenus pour tout le monde, et qu'on ne pouvait pas préjuger de qui était intéressé par quoi. Alors simplement pour vous donner aussi quelques chiffres et vous dire un peu où en sont les résultats, depuis 7 mois, on a accueilli à peu près de 20 000 VR-nautes, et le tout sur un espace de 110 mètres carrés, ce qui est largement au-dessus de nos prévisions, et ce qui est quand même une vraie prouesse quand on compare ces chiffres par rapport à une activité qu'on connaît bien et qu'on maîtrise parfaitement, qui est celle du cinéma. Dans une salle de cinéma, par exemple, on a un contenu qui dure en général 2 heures. Dans nos sessions de VR, on fait des sessions qui durent 50 minutes. Beaucoup de gens, souvent des anglo-saxons, me demandent si 50 minutes, c'est pas trop long. Je dois préciser qu'on a aujourd'hui fait des sessions de 50 minutes à la demande du public. On a ouvert avec des sessions de 40. Et en fait, le public nous a demandé à rester plus longtemps et à pouvoir avoir des sessions plus longues. Je pense qu'en réalité, une session de 50 minutes, évidemment, chez nous, dure 1 heure. Il faut prendre le temps d'accompagner les gens, de les installer, de leur expliquer comment ça fonctionne. Donc on parle de 50 minutes effectives de réalité virtuelle. Et c'est vrai que je pense que peut-être qu'à l'avenir, ça pourra durer plus longtemps, mais en tout cas, on considère, nous, aujourd'hui, que c'est une durée, que c'est la bonne durée pour l'instant. Les prix moyens sont évidemment plus importants que ceux du cinéma. On a aussi souvent l'habitude de dire que le cinéma est très cher. Il faut quand même se rappeler qu'un prix moyen d'une séance de cinéma en France est de 6 euros. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que le prix moyen d'une session de VR, en tout cas chez nous, est de 20 euros. Et par là, qu'on soit clair sur le fait que nous ne sommes pas la salle la plus chère à Paris et qu'aujourd'hui, toutes les salles qui se sont ouvertes après nous, toutes les salles qui se sont ouvertes aussi à l'étranger, pratiquent des tarifs qui sont bien plus élevés que les nôtres et qui peuvent parfois aller jusqu'au double. Et enfin, c'est vrai qu'on a dans les salles de cinéma en France des taux de remplissage qui sont moyens entre 15 et 20%. Il y a eu un grand article et plusieurs articles à ce sujet récemment. Aujourd'hui, on a dans notre salle de réalité virtuelle un taux de remplissage moyen de 75%. C'est le début, c'est les premiers mois. Peut-être que ces taux de remplissage vont baisser, mais aujourd'hui, on arrive tout de même à les maintenir et à se stabiliser autour de ce chiffre. Alors, pour nous, après la salle, on n'a pas souhaité limiter nos activités à ce domaine. Et c'est là où on a commencé à compléter nos activités, de la même manière que MK2 l'a fait dans son histoire, en créant, en adjoignant à notre structure MK2 Film, qui est une structure d'exportation et de distribution internationale de longs métrages, qu'on a rebaptisé MK2 Film and VR. On a vite compris qu'on avait besoin de rendre service à 2 typologies de clients. D'un côté, les studios et les créateurs, qui doivent d'abord avoir un métier et une préoccupation qui consiste à produire et à s'intéresser au contenu et à les fabriquer. Et de l'autre,
des salles, des exploitants, des plateformes online qui, elles, doivent programmer et doivent travailler ce qu'on appelle le dernier mètre avec le client et doivent faire le marketing de leurs offres. Et entre les deux, il y a toujours la place d'un intermédiaire, d'un curateur, de quelqu'un qui va faire le pont, qui va exporter ses contenus et qui va aussi s'intéresser à toute une série de problématiques pour simplifier les problèmes et permettre à l'industrie de se structurer plus rapidement, de grandir et de se structurer. Et on a commencé à monter un catalogue, qui est un catalogue qu'on exploite, qu'on vend, où on a essayé, un peu à la manière du catalogue MK2, de faire ce qu'on a souvent l'habitude de dire, et vous me direz que c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais en tout cas, c'est ce qui a porté notre volonté. Qu'on aime bien dire que le catalogue, on a essayé de constituer le catalogue MK2 comme une sorte de Pléiade du cinéma. On essaie de faire la même chose dans la VR et d'avoir les titres dont on considère qu'ils vont être le plus importants dans ensuite l'histoire de la VR. Parmi ces titres, il y a beaucoup de films français. Et il y en a deux qui sont des titres que vous avez aussi peut-être déjà vus, mais qui sont vraiment fondateurs de ce qu'a été et de ce que va être la VR française, qui est I, Philippe de Okyo et Keynotes on Blindness d'Arnaud Collinard et du studio Agathe. On a aussi un partenariat qui est très important avec un studio qui s'appelle Félix et Paul, avec un contenu qui s'appelle Miyubi, que vous pouvez voir à côté. Félix et Paul est l'un des studios qui est le plus reconnu aujourd'hui au niveau mondial. C'est la première fois qu'un film de VR a été d'une durée aussi longue, de 40 minutes, tourné avec des acteurs, des vrais acteurs. Et on a des gens qui travaillent quand même et qui ont à peu près 30 ou 35 productions actuellement en cours et qui travaillent dans le monde entier. Et ensuite, on va avoir des contenus un petit peu plus indépendants. On a un contenu comme Planète Infinie, dont l'un des producteurs vient d'arriver, qui a un contenu absolument formidable, qui a été fait par un artiste dufresnois, qui a un contenu tout à fait singulier, tout à fait atypique, que je crois aussi vous pouvez voir ici, qui a un contenu qui, à mon sens, va aussi avoir une grande portée à l'export. Et ensuite, on a des contenus musicaux et un contenu qui s'appelle Dolphin Man, qui sont aussi toute une série de contenus qui ont été soutenus par Arte, soutenus par le CNC. Et c'est très important de voir qu'il y a en France un écosystème qui permet à la création d'exister, de s'exprimer et de mettre la France à l'avant-garde de la création internationale. Alors là, c'est une copie d'écran, donc je ne peux pas vous montrer le reste du catalogue, mais on a aussi des jeux vidéo comme Super Hot, des expériences interactives, et aujourd'hui, on est en train de compléter notre catalogue par beaucoup de contenus internationaux. Ce qui est intéressant à travers cette expérience, c'est qu'on commence aussi à comprendre dans le monde entier où sont les salles, comment elles se développent, et qu'est-ce que les gens attendent comme contenu. Ces retours-là, on peut ensuite les faire aux différents studios et commencer à travailler à un réseau, à une diffusion de ces contenus, à créer des relations qui soient pérennes, à créer des relations de confiance et à mettre en place une économie et un écosystème qui soit pérenne, puisque l'argent et le financement va commencer à venir de la part des consommateurs de contenu eux-mêmes et pas simplement de fonds, de subventions ou d'investissement de la part des grandes corporations américaines qui sont aujourd'hui très impliquées dans le monde de la réalité virtuelle et qui permettent aussi son développement, il faut le reconnaître. Alors pour conclure, il y a quelques mois, il y a presque 2 ans, le magazine Wired, qui a toujours été pour moi une grande référence, disait dans sa couverture et dans son papier qui était consacré à la réalité virtuelle que les gagnants de la VR deviendraient les plus grandes entreprises de l'histoire. Alors, je ne sais pas si cette prophétie va se réaliser et je ne suis absolument pas capable de prédire le futur et je n'ai pas ce métier qui est un métier nouveau, absolument fascinant, qui consiste à être futurologue. Par contre, ce que je sais, c'est que la VR n'est pas l'avenir du cinéma, mais que ce n'est pas non plus un gadget. Qu'il y a dans la VR une nouvelle économie, que c'est une nouvelle génération d'interfaces informatiques et de communication. Que la VR est une nouvelle manière de créer, et c'est en cela que c'est un domaine aussi excitant. Chez MK2, c'est cette nouvelle aventure qu'on a voulu embrasser. On l'a embrassée avec pour seule limite notre imagination et notre créativité. Et aujourd'hui, on participe à ce genre d'événement pour inciter un maximum de personnes à suivre cet exemple, parce qu'il y a en face de nous une opportunité exceptionnelle. Merci, et j'espère que ça a été une bonne introduction pour la suite des événements. Merci Elisha. Nous allons maintenant procéder à une petite session de questions et réponses. Donc quelqu'un va passer dans les rangs pour si jamais quelqu'un veut poser une question à Elisha. So we'll now proceed to a quick Q&A session. If you have a question to ask, you can raise your hand. Est-ce que vous avez des questions pour Elisha? Parce que c'était très complet.
Oui, bonjour, Mathieu de Virtuality. Juste une question très simple. À partir de quel âge? C'est une très bonne question. Alors, chez nous et dans notre salle, on accepte et on commence la VR à partir de 6 ans. Vous allez me dire que l'ensemble des casques et des fabricants donnent des autorisations à partir de 13 ans et ont des disclaimers à ce niveau-là, et vous avez tout à fait raison. Simplement, aujourd'hui, on n'a pas en effet l'ensemble des études qui vont permettre à des assurances et à des assureurs de nous donner la garantie sur le fait qu'à partir de 6 ans, il n'y a absolument aucun problème. Mais d'abord, on décide de prendre le risque. Ensuite, je ne vous cache pas qu'on ne le fait pas de manière totalement inconsciente et qu'on a été conseillé, qu'on s'est renseigné. Ensuite, on a des durées et des temps de VR qui sont limités et que c'est vrai, quand on a un casque chez soi, on ne peut pas savoir combien de temps les gens vont utiliser le casque. Et ensuite, il y a un effet de réalité. Un enfant de 6 ans, quand il arrive dans la salle, il sait ce que c'est la VR, il sait de quelle marque sont les casques, et une fois qu'il a mis le casque, pour lui c'est totalement naturel, et c'est assez fascinant de voir à quel point et avec quelle facilité ils prennent en main la technologie. Alors imaginez un enfant de 6 ans qui a testé la VR chez lui avec son père ou dans une salle, qui arrive dans la cour de récréation, qui raconte ça à tous ses copains. Ses copains vont aller voir leurs parents ensuite, vont leur dire qu'ils ont envie de faire de la VR. Et là, vous êtes le parent et vous allez lui dire la VR est interdite aux enfants avant 13 ans, donc tu ne vas pas pouvoir utiliser la VR avant au moins plusieurs années. Et bien, ce monde-là, c'est un monde de juristes et ce n'est pas le monde de la réalité. Et aujourd'hui, expliquer à un enfant qu'il ne va pas pouvoir faire de la VR avant 7 ou 8 ans est quelque chose qui est quand même littéralement impossible. Et c'est aussi parce qu'on souhaite former des jeunes publics qu'on a décidé d'autoriser l'accès à la salle à partir de 6 ans. Y a-t-il une autre question? Ici. Oui, bonjour, Isabelle Graziadet de Terranois. Je voulais en savoir un petit peu plus sur votre développement à l'international. Alors, j'imagine que c'est les plans du futur un peu lointains, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'éventuelle exploitation à l'international et le développement des salles? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas un plan lointain parce que c'est un plan qui est actuellement à l'œuvre, et c'est vrai que par contre, c'est un plan sur lequel on va dire on ne communique pas de manière formelle pour l'instant. Aujourd'hui, et je vais vous le dire de manière très claire et très directe, aujourd'hui, on a deux options. On a à la fois ouvrir des salles MK2VR à l'international, de la même manière qu'on ouvre des salles de cinéma à l'international, et on va suivre ce développement. Donc aujourd'hui, MK2 est implanté en Espagne, et l'un de nos prochains objectifs est l'ouverture de salles de VR en Espagne, et notamment à Madrid. Des salles qui peuvent être situées dans nos salles de cinéma ou qui peuvent être des espaces qui seront en stand-alone et qui vont être dédiés à la VR. Et ensuite, très clairement, et d'ailleurs on l'a présenté à Vivatech, donc on peut en parler, ce qu'on a très vite compris, c'était qu'on n'allait pas avoir un développement de type franchise, comme peut l'avoir IMAX. D'abord parce qu'on n'a pas une marque qui est connue dans le monde entier, et qu'ensuite, je pense que c'est un modèle qui est dépassé et qu'on ne souhaite pas l'adopter. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de concevoir, ce qu'on a montré à Vivatech, c'est ce qu'on appelle le MK2 VR Pod. Le MK2 VR Pod est un kit qui permet à tous les professionnels, quel que soit leur secteur, de pouvoir créer et ouvrir un espace de VR en utilisant les mêmes features, les mêmes fonctionnalités techniques que celles que nous avons chez MK2 VR. C'est un élément que nous vendons, c'est un produit, on le vend en kit. Vous pouvez le monter en 1 à 2 heures, vous pouvez les assembler les uns avec les autres et vous allez pouvoir reproduire à peu près la même salle que celle qu'on a fait. Ce produit, on est en train de commencer à le vendre à un réseau, on va dire, de clients privilégiés qui, pour certains, viennent du monde du cinéma, qui, pour certains, sont déjà nos clients et sont aussi déjà des distributeurs de nos films, qui partagent notre vision du cinéma. Et on va pouvoir commencer à exporter ces produits à partir du mois, on va dire, je pense, de la fin septembre au début octobre. Et je pense que dans ce moment-là, on va commencer à avoir une communication beaucoup plus large et vers le grand public, où notre stratégie va se clarifier et où il va être beaucoup plus clair de voir quelle est la portée qu'on veut avoir à l'international. Et on va être clair, on a bâti ce business pour que ce soit tout de suite un business international, mondial, qui puisse se faire à l'échelle. On a le sentiment d'avoir une chance et une carte à jouer. On joue cette carte pleinement, ça marchera peut-être. Ça marchera peut-être pas, mais en tout cas, si on se trompe, on essaiera de se tromper avec panache, puisque c'est plus amusant en tout cas comme ça. Une dernière question? Bonjour Emmanuel Bourset, je suis là. Les expériences que vous proposez, elles sont aujourd'hui très majoritairement solitaires, puisque en fait, ça se joue à un joueur.
on a de plus en plus d'expériences de réalité virtuelle qui arrivent en multijoueur. Comment, est-ce que vous pensez aussi les inclure et comment adapter les postes en fait pour ces expériences? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est vrai qu'aujourd'hui, les expériences qu'on propose, et on a quasiment exclusivement proposé des expériences de cette nature, sauf Life of Us, dans le cadre du festival Kaleidoscope, sont des expériences qu'on pratique de manière unitaire. Cela étant, ce qui pour nous fait déjà une dimension collective, c'est la manière dont on met en scène la technologie. Le fait qu'il y ait des écrans où on puisse voir ce que les gens voient dans le casque fait qu'on partage déjà une partie de cette expérience, même si on ne vit pas l'expérience en même temps. La salle et son design a été pensé pour le multijoueur. C'est clair qu'avoir un élément en rond où tout le monde peut se voir et on peut voir toute la salle d'un seul coup d'œil permet extrêmement facilement de faire du multijoueur. Aujourd'hui, on a l'opportunité par exemple d'en faire avec Eagle Flight qui est chez Ubisoft et on pourrait prendre tous les postes de la salle et faire des séances d'Eagle Flight. On ne l'a pas encore fait par choix, mais c'est vrai que ce serait assez facile de le faire à l'avenir. Donc on a un design qui a été pensé pour ça et qui a été anticipé pour cela. On n'a pas encore tout à fait trouvé les contenus qui nous plaisaient le plus adaptés à notre salle. Et après, on est tout à fait conscient que la manière dont on arrange la salle aujourd'hui et ce design-là, on ne prétend pas que ce soit le design, on va dire, ultime ou absolu, que ce design-là va être le design qui va être encore celui qu'on va utiliser dans 10 ans. On pense qu'il y a un time to market, que c'est un bon design à utiliser aujourd'hui, qu'il est pratique, fonctionnel et un bon rapport en termes de qualité et de coût. Mais aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir beaucoup de pratiques de VR qui sont différentes. Et évidemment, on s'intéresse à toutes les pratiques de la VR, qu'elles soient en 360, en interactif, en immersif, en collectif. Et donc, on s'intéresse à tout ça en essayant de trouver les meilleurs lieux, les meilleurs contenus. Et on prévoit un développement qui va quand même être extrêmement soutenu. Je rappelle quand même qu'il y a à peu près 6 mois, ça n'existait pas. En tout cas, nous, on n'existait pas. Qu'il y a à peu près 1 an, on ne savait pas tout à fait ce qu'on allait faire, et qu'il y a encore 1 an et demi ou 2 ans, on découvrait la VR, et que tous les casques qu'on utilise aujourd'hui sont comme des casques qui ont d'abord été faits pour le grand public, pas pour des utilisations intensives comme on en fait avec près de 200 personnes par jour, parfois par casque, et qu'ils n'existaient pas il y a un tout petit peu plus d'1 an. Donc c'est vrai que ce qui change par rapport à l'époque des Frères Lumière, pour revenir à cette analogie, c'est qu'avant, les générations et les évolutions se comptaient peut-être en dizaines d'années, parfois vingtaines d'années. Aujourd'hui, on compte en semaines ou en mois, donc on essaie de rester à la pointe et sur la corniche des nouvelles technologies, tout en essayant de les digérer pour avoir une digestion qui permette de bien les proposer au grand public et d'avoir des choses qui soient pas du tâtonnement, mais qui soient vraiment des choses qui sont faites par des industriels pour aller vers le grand public. Merci beaucoup. Merci. Michel.